Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous connaissez la collection des textes clés de philosophie Chevrin, qui est une collection qui est très intéressante et instructive. Pas parce que j'y ai publié, mais parce qu'elle a le mérite d'introduire des sujets thématiques de façon assez transversale, avec une certaine visée, on va dire, ontologique, même s'ils n'aiment pas ce terme-là. Et qu'elle laisse aussi à l'éditeur la possibilité de problématiser évidemment ces textes et de donner un éclairage critique sur ceux-ci en introduisant toute une série de questions, etc. Donc en fait, quand Vra m'a proposé de réaliser ce volume il y a quelques années, parce que ça a été le fruit d'un long travail, et j'ai été évidemment très enthousiaste par cette proposition, et je me suis dit que c'était aussi l'occasion de faire de ce travail un travail collectif en invitant les chercheurs du FI qui le souhaitaient à produire des traductions originales de certains des textes en rapport avec leur centre d'intérêt, puisque finalement cette question du végétal est assez transversale dans la mesure où le volume que j'ai ici édité est construit en trois parties principales. Une partie plutôt, on va dire, historique, sur le statut de la plante dans l'histoire de la philosophie au sens très large du terme. Une partie qui est plutôt liée à la philosophie des sciences et à l'épistémologie, puisque en réalité les sciences végétales contemporaines réactivent toute une série de questions parfois épineuses qui se posaient déjà dans la tradition philosophique voilà, de l'histoire des sciences, mais de façon beaucoup plus technique parfois. Donc il y a une partie des textes qui va dans ce sens et qui fait aussi le lien avec ma recherche postdoctorale sur le comportement végétal, dont je vous ai déjà parlé, et une troisième partie qui concerne plus spécifiquement l'ontologie et l'éthique, puisque finalement, il y a une espèce de grosse tâche aveugle dans ces domaines qui est constituée par la vie végétale, alors même qu'on a des éthiques de la vie, on a une ontologie des organismes, des êtres vivants, mais qui, la plupart du temps, est aveugle à la vie végétale ou pratique des généralisations abusives. Et donc, j'ai voulu recentrer le propos en sélectionnant des textes qui s'interrogeaient très précisément là-dessus. Alors, la plupart de ces textes, et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le FI à ce niveau, étaient des textes qui étaient en anglais ou dans des langues étrangères et donc qui étaient inédits en français, ce qui a demandé l'achat de droits pour lequel le FI a notamment participé et a demandé donc un travail de traduction important, que ce soit du latin et du grec ou de l'anglais. Il y a aussi Antoine Daratos qui a traduit un texte de philosophie contemporaine sur lequel je reviendrai après, mais qui ne pouvait pas être là parce qu'il donne une guidance en ce moment. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de façon très superficielle et transversale, traverser un peu les enjeux des différentes problématiques de l'ouvrage, et puis de passer un peu plus de temps, en fait, sur les textes, notamment un des deux textes que Corentin a traduit, qui est un texte d'Andrea Cesalpino, parce que ce texte, il est très important pour nous deux, dans la mesure où il a donné lieu à une collaboration plus intense et de longue haleine sur cet auteur que nous avons en fait finalement traduit en intégralité, ce qui est du livre 1 de son traité de botanique. Mais je vais céder la parole tout de suite à Corentin qui va nous parler d'abord peut-être un peu de Théophraste. On vous a proposé une nouvelle traduction du grec. Donc je vais juste changer les... Ouais. Merci. Alors, effectivement, j'ai eu le plaisir de pouvoir collaborer à la traduction de ces textes qui sont dans cet ouvrage. Alors, le premier est un texte qui est déjà étudié en partie dans l'histoire des sciences et dans l'histoire de la philosophie, qui est le texte des recherches sur les plantes de Théophraste. Alors, Théophraste, donc le disciple d'Aristote, dont le traité Théophraste est souvent considéré comme un des traités fondateurs de la botanique. Il y en avait un d'Aristote qui était perdu depuis, donc de fait, c'est celui de Théophraste qui a ce rôle-là. Il y a d'un point de vue méthodologique, on est très proche des recherches aristotéliciennes, des méthodologies aristotéliciennes liées à la zoologie. Donc l'approche de Théophraste est quasiment un calque des approches aristotéliciennes, des approches d'Aristote lui-même sur les animaux, donc des ouvrages, les parties animaux, l'histoire des animaux, etc. Et commence justement par une thématique qui nous a tenu à cœur dans les différents textes que nous avons passés en revue, qui est la question de l'analogie animale, excusez-moi.
d'autres déformations. Bien sûr. Super. Voilà, donc la question, donc cette thématique qui est pertinente dans différents textes, c'est l'analogie animale, donc le fait de prendre la plante par comparaison avec les animaux. Donc de voir en termes de facultés de l'âme, en termes de facultés reproductives, nutritives, etc., de faire ces analyses à partir de la façon dont ça s'opère chez les animaux. Et c'est ce par quoi commence d'ailleurs Théophraste, par examiner jusqu'à quel point cette analogie peut valoir. Et ensuite, pour la nuancer et le reste des recherches sur les plantes, en tout cas des parties méthodologiques des recherches sur les plantes, donc des 4 premiers chapitres que nous avons traduits, portent sur la nuance de cette analogie, sur à quel point est-ce qu'elle vaut, est-ce qu'elle ne vaut pas, sur quels aspects est-ce qu'il faut pouvoir la nuancer, y mettre des limites, sur base notamment d'observations empiriques. On part de cette analogie de principe qui sert de cadre théorique, de façon à pouvoir y mettre des nuances par des données empiriques. Alors, le second texte sur lequel je vais parler un peu plus longuement, sur lequel je vais m'étendre un peu plus longuement, c'est le traité sur les plantes d'Andrea Cesalpino, ou André Cesalpin, comme on le francise usuellement, qui est un botaniste et philosophe et astronome, et enfin, bref, un savant et homme de lettres de la Renaissance, du XVIe siècle, qui était également médecin à la cour pontificale de Clément VII, et qui est souvent traité dans les histoires des sciences récentes comme un des fondateurs de la botanique au sens moderne, c'est-à-dire d'une botanique qui s'inscrit dans la démarche scientifique telle que définie dans les autres sciences biologiques ou physiques, en termes de fondation dans l'expérience, d'hypothèses qui sont étayées par l'expérience, qui se renouvellent, qui suivent les cadres méthodologiques usuellement considérés comme scientifiques dans les histoires des sciences récentes. C'est un texte qui n'existe qu'en latin. Donc c'est pour ça que c'était un peu important, c'est un peu l'attraction, on pourrait dire, de ce volume aussi, c'est que c'est en tout cas pour les 5 premiers chapitres du livre 1 dans le cadre de ce volume-là, et dans le cadre d'un projet plus large, l'ensemble du livre 1, nous en proposons une traduction qui n'existe pas encore en langue moderne. Ce qui fait que c'était aussi, c'était pas seulement une traduction, c'était un travail aussi vraiment en collaboration avec Quentin et moi, puisque nous avons des compétences qui sont complémentaires et toutes les deux indispensables dans le cadre de ce travail, de compréhension aussi du fond de l'ouvrage de Cesalpin, parce qu'il s'agit d'une observation assez fine de réalité botanique, de réalité voilà, très, très empirique, très, très factuelle, mais aussi qui s'inscrit dans une polémique ou dans une discussion plutôt, une discussion interne à l'aristotélisme, et qui est généralement implicite. C'est-à-dire que Cesalpin cite très peu de références. Cesalpin, en tout cas dans cet ouvrage-là, ne se réfère à aucun de ses contemporains, en tout cas explicitement, et directement en tout cas à aucune des questions d'école aristotélicienne qui pourtant parsèment complètement son ouvrage. Notamment en ce qui concerne l'analogie animale aussi, il s'agit également du point de départ, c'est la toute première phrase du livre, du livre 1, qui est en fait un commentaire implicite du traité de l'âme d'Aristote, qui a l'air de servir de point de départ. Donc ce rapprochement entre animaux et plantes sert de point de départ. Mais contrairement à Théophraste, qui va d'emblée la nuancer à partir d'exemples empiriques et puis s'en servir comme cadre structurant pour le reste de son enquête, Théophraste, donc c'est très long, c'est une application à toute une série d'espèces animales. Dans le cas de Cesalpin, il va s'agir d'abord d'un long travail empirique sur un mode général, donc d'observation des différentes parties des plantes et surtout des différentes fonctions. Ça, c'est une première rupture avec Théophraste, c'est qu'il y a un traitement très fonctionnel des plantes. Donc, on va étudier la nutrition, la reproduction et la possibilité d'une sensation. Donc, on retrouve le plan du traité de l'âme d'Aristote, mais sur un mode implicite, qui va servir à structurer une étude fonctionnelle des organismes végétaux, de façon à pouvoir justement nuancer cette analogie animale. À dire, bon voilà, il y a le modèle très simple d'Aristote qui consiste à dire les plantes d'un côté peuvent se nourrir et se reproduire, mais pas sentir, tandis que les animaux peuvent faire les trois. Mais en fait, on se rend compte que sur toute une série d'aspects, notamment dans l'étude de façon interne, de façon immanente à l'étude de la nutrition, qu'en fait les plantes sont capables de distinguer entre les aliments qu'il leur faut et les éléments qu'il ne leur faut pas, que ça suppose donc une certaine forme de discrimination, presque d'expérience, et donc une certaine capacité à observer, à percevoir d'une façon ou d'une autre leur environnement, ce qui suggère qu'en fait il faudrait quand même pouvoir réintroduire des facultés sensitives dans l'âme végétative, que de même en termes de localisation de l'âme, il faut aussi pouvoir nuancer certaines thèses habituelles de la
de l'héritage aristotélicien et surtout théophrastien, que le lierre, par exemple, pour reprendre la question de la sensation, va pouvoir se rapprocher de certaines parois, va pouvoir éviter certains obstacles, ce qui à nouveau semble supposer une certaine forme de sensibilité. Donc il y a toute une série d'éléments empiriques qui vont servir à non pas tellement à nuancer juste la thèse de l'analogie animale pour ensuite pouvoir l'appliquer facilement à toute chose, mais plutôt à problématiser, à poser différemment la question du statut végétal, de façon à pouvoir ensuite opérer une division en genre et en espèces, par laquelle il va pouvoir retrouver toute une série de concepts qui sont présents chez Aristote et surtout chez Théophraste, mais en leur donnant une base, et notamment une base empirique, qui est très différente. Donc ça, c'est pour le projet général. Je suis parti d'un cas d'école parce que c'est celui qui est présent dans les passages qui sont traduits dans ce volume collectif-ci, donc c'est-à-dire donc les 5 premiers chapitres du traité de Cisalpin et les 4 premiers chapitres du traité de Théophraste. Et donc il s'agit dans le cadre de ce projet d'une découverte aussi progressive des thèses et d'un certain aristotélisme en fait assez orthodoxe sur les méthodologies. Il y a des références implicites fréquentes, non seulement au traité de l'âme, mais aussi au traité méthodologique d'Aristote, au traité principalement les secondes analytiques, mais aussi dans une moindre mesure la physique et la métaphysique. Donc d'une tentative, d'une volonté en tout cas de la part du savant italien d'inscrire ses recherches scientifiques, empiriques sur les plantes et la fondation qu'il entend faire d'une discipline botanique séparée des enjeux pharmacologiques. Donc ces Alpins étaient médecins, mais entend néanmoins fonder la botanique comme science indépendante qui ne se résume pas donc aux applications pharmacologiques, et donc notamment une division en genre et en espèces qui ne repose pas du tout sur les propriétés médicales ou alimentaires ou utilitaires, mais sur les propriétés morphologiques ou sur les propriétés liées aux opérations fondamentales que j'ai citées tout à l'heure. Donc l'étude descriptive de la réalité sur un mode d'adéquation qui soit tout à fait distinct d'aspects pratiques et appliqués, mais néanmoins, de plus en fondant tout cela dans les principes méthodologiques aristotéliciens, non pas tels qu'ils sont illustrés dans les traités zoologiques, comme le faisait Théophraste, mais plutôt dans les traités beaucoup plus théoriques, on pourrait dire, au sens vraiment des sciences qu'il reconnaît, comme la métaphysique, comme la physique, donc de principes d'axiomes, en fait, d'axiomes et de définitions, qui sont néanmoins issus d'une certaine induction, comme c'est préconisé de façon prescriptive dans les secondes analytiques. Donc une sorte, en fait, un mouvement finalement assez curieux qui est à la fois un retour ou une volonté d'enracinement très profond dans l'expérience, dans l'observation, et on a, via le jardin botanique notamment, qui était fondé par ces Alpins, Quentin, tu me corriges, je crois que c'est à Pise. Le premier, oui, en 1544. Voilà. Le traité lui-même datant de 1583, donc on a toute cette expérience du jardin botanique. C'était Luca Ghini, le maître de ces Alpins, voilà. Donc, effectivement, et puis il a hérité de la charge à la retraite de Luca Ghini. Voilà. Donc il y a d'une part cette volonté d'enracinement, si je puis dire, très fort dans l'observation de l'expérience, avec notamment cette réalité tout à fait contextuelle qui permet d'illustrer ça, et à la fois cette volonté d'une sorte d'ultra-orthodoxie aristotélicienne, où il reproche presque à Aristote, et en tout cas il reproche à Théophraste de ne pas être assez aristotélicien sur ce plan-là, pour fonder sa science. Donc c'est ce double mouvement qui est à l'origine d'une certaine botanique moderne, et dont on espère aussi que ce texte permet de nuancer également certaines narrations qui peuvent être faites aussi de table rase ou du rôle que peuvent avoir ces figures fondatrices d'une science moderne, en l'occurrence la botanique. Et pour le texte suivant, je pense que je vais repasser la parole à Quentin. Donc juste pour conclure, donc c'est vraiment tout à fait ça, on a une image un peu fictive de cet auteur en tant que fondateur de la botanique moderne, parce qu'il s'intéresse à une théorisation de la physiologie et il est le premier à proposer une classification à tendance naturelle. Et donc, dans toute l'histoire ultérieure, on le voit comme un peu le fondateur de la botanique moderne. Mais le problème, c'est que c'est une vision très polarisée. Soit on le réduit à une espèce d'aristotélicien amphigorique dont le propos ne vaut même pas la peine d'être lu parce que c'est uniquement quelque chose de théorique qui serait influencé par la métaphysique. Soit, pour d'autres auteurs, c'est dans une vision très positiviste, tout est des gens germes chez lui. Voilà, on est héritier d'une espèce de science qui
qui va jusqu'au 19e et au positivisme, dont c'est l'aboutissement et dont ces Alpins sont une espèce de père fondateur. Donc en fait, le fait d'avoir traduit et d'avoir vraiment abondamment commenté, surtout dans, en fait, finalement pas dans cet ouvrage-là, mais dans celui qu'on va publier plus tard, ça redonne vraiment une lecture intéressante de l'histoire des sciences et de l'articulation à la Renaissance entre pensée philosophique aristotélicienne et des sciences dans leur avènement vers la modernité. Alors la suite des textes, je vais évidemment pas avoir le temps de abondamment les commenter, mais il y a un texte de Lamétrie ensuite, qui est L'Homme-Plante, qui est un texte moins connu que évidemment son Homme-Machine, puisque vous savez tous que le mécanisme de Lamétrie s'illustre dans ce texte-là, mais en fait, il a aussi écrit un peu dans la même veine un texte qui s'appelle L'Homme-Machine et qui est intéressant parce qu'il prend justement, là on est un peu plus tard, pour acquis l'évolution de l'anatomie, en fait, notamment humaine. Là, il y a eu des travaux de Vézal, etc. entre-temps. Et donc, on comprend mieux d'un point de vue physiologique et anatomique le corps humain, mais aussi, dans le même temps, avec justement l'évolution de la botanique, mieux le fonctionnement anatomique, morphologique des plantes, mais qui demeure néanmoins assez mystérieux quand même à l'époque pour tout ce qui concerne la sexualité, par exemple. Et donc, en fait, ce que fait Lamétrie en tant que matérialiste, c'est qu'il utilise un peu les deux pôles extrêmes pour recréer une continuité qui avait été historiquement et ontologiquement séparée dans la tradition, notamment aristotélicienne. C'est-à-dire qu'à la limite, les humains sont des animaux, même s'ils ont aussi l'âme rationnelle, mais par contre, les végétaux étaient quand même d'une nature très différente, parce que leur fonction était considérée comme fondamentalement différente de celle des animaux. C'est-à-dire que, à peu près jusqu'à l'époque, on considère qu'une plante ne respire pas, qu'une plante ne se reproduit pas sexuellement. Finalement, elle a la nutrition, mais pas du tout dans le sens anatomique de l'humain, parce qu'il n'y a pas la digestion et des choses comme ça. Et donc, en fait, Lamétrie, il a une espèce de projet presque biopolitique, matérialiste latent, dans la façon dont il essaie de recréer une continuité entre tous les chaînons du vivant, si vous voulez, dans cette époque qui donne lieu à cet avènement très continuiste du monde, mais en même temps, il met l'accent sur des différences fondamentales quand même, et il ne va pas jusqu'à nier le fait qu'il y a une âme, en tout cas pour expliquer le comportement et la nature humaine. Mais si vous voulez, il suggère un peu que c'est le cas puisqu'il refuse l'âme végétative. Il dit voilà, on a assez de connaissances quelque part biologiques maintenant, enfin biologiques, c'est un anachronisme, mais assez de connaissances, on va dire physiologiques, avec des guillemets, pour comprendre comment fonctionne une plante. On n'a plus besoin de ce concept d'âme végétative. Et par ailleurs, il dit, il y a une continuité entre toutes les formes de vie qui va, je pense qu'il dit même, de la plante la plus vile au philosophe le plus éclairé ou quelque chose comme ça. Donc en fait, ce qu'il suggère, c'est quand même quelque chose d'un peu politique qui dit, finalement, peut-être on peut même se débarrasser dans une perspective très matérialiste du concept d'âme pour parler de la nature humaine, même s'il ne va pas jusque-là. Alors le texte suivant, c'est un texte qui est important, qui est pour l'histoire des sciences aussi, je pense, qui est un texte d'Agnès Arbor, que j'imagine que vous ne connaissez pas, qui est en fait une botaniste très importante de Cambridge de la fin du 19e et du début du 20e siècle, qui était une des premières femmes, ou la première femme nommée à la Royal Society, je pense, qui était vraiment un professeur de botanique très en vue à l'époque, et qui a écrit aussi beaucoup sur l'histoire de sa discipline. Et dans ce cadre-là, j'ai voulu traduire un extrait un de ses ouvrages qui est en fait un ouvrage à la fois philosophique et de botanique, qui s'appelle The Philosophy of Plant Form. Donc en quoi l'étude de la morphologie est elle-même philosophique. Et donc en fait, elle s'inspire beaucoup de la pensée goethéenne et la façon dont Goethe en fait a pu articuler justement une pensée morphologique, philosophique de la forme et ce que les botanistes font dans leurs études plus contemporaines, et en quoi ça a eu des conséquences en fait sur l'émergence d'un paradigme transformiste dans la pensée biologique, c'est-à-dire transformation des espèces en fait, à partir de transformation des formes. Et dans quelle mesure on doit comprendre en fait cette évolution? Est-ce que c'est une transformation des formes au sens idéal, un peu comme on peut le trouver chez Goethe, ou est-ce que au contraire ça suggère déjà quelque chose qui se rapprocherait de l'évolutionnisme au sens où il y aurait une transformation réelle des espèces? Et donc en fait elle permet de recontextualiser un peu l'influence mutuelle
de la philosophie et des sciences biologiques dans cet événement un peu singulier qui est le passage de la morphologie au transformisme puis à l'évolutionnisme, par rapport au rôle spécifique qu'a joué la botanique à ce niveau-là, qui n'est pas du tout le même que celui que la zoologie a joué en fait. Donc voilà, j'en dis pas plus ici, mais je vous invite à lire le texte si ça vous intéresse. Puis ensuite vient un texte qui concerne plutôt l'histoire de la physiologie, avec l'avènement du laboratoire. Et il y a aussi un avènement de la physiologie végétale qui se fait en Allemagne, et on a à l'ULB en fait un représentant très important de ce courant de pensée expérimentale qui est Léo Herrera. Vous avez peut-être déjà entendu parler à l'ULB, qui était professeur de botanique ici et qui est, en fait a laissé une œuvre très importante et qui est à l'origine de découvertes fondamentales dans le niveau de la biologie végétale. Mais il est moins connu pour l'aspect très humaniste qu'il avait aussi en tant que libre penseur de notre université. Et il a laissé des textes de nature vraiment philosophique et pédagogique. Et donc j'ai voulu traduire traduire ce texte en français, mais rééditer un de ces textes qui s'appelle Les plantes ont-elles une âme ? Et qui précisément recontextualise un peu la façon dont l'histoire longue de l'âme végétative par rapport à ce que on sait déjà à la fin du 19e, au tout début du 20e, sur les facultés des plantes, mais du point de vue plutôt expérimental. Et donc là, c'est intéressant aussi. Ensuite, un texte qui fait vraiment écho à l'émergence de ces questions expérimentales, c'est un texte d'Anthony Trewavas, qui est un physiologiste du végétal contemporain, qui a écrit en 2014 un livre vraiment qui a un état de l'art des questions de comportement des plantes par rapport à la physiologie, les données moléculaires qu'on a, etc. Et qui amène à se poser toutes sortes de questions justement interprétatives sur la façon dont on doit comprendre ces découvertes récentes, surtout la fin du XXe et du XXIe siècle, et qui mettent en évidence donc là vraiment des facultés de mémoire, d'apprentissage, pour lesquelles on a des données expérimentales concrètes et pas juste des phénomènes qu'on peut observer entre guillemets de l'extérieur comme c'était déjà le cas avant. Et du coup, ça repose toute une série de questions philosophiques sur la façon dont, dans le monde végétal, on peut parler de décision, de choix. Est-ce que ça doit nécessairement impliquer une forme d'intentionnalité, ce qu'on observe comme discrimination dans le comportement des plantes? Est-ce que on peut suggérer qu'il y a une intention dans la façon dont elles se comportent, etc. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui fait écho aussi à une partie de mes recherches. Je trouvais que c'était important de traduire un chapitre vraiment de nature philosophique de cet ouvrage scientifique. Puis il y a un article qui a été rédigé par un groupe de biologistes tchèques, donc je ne m'aventurerai pas à prononcer le nom, qui embraye en fait sur ces questions et ces débats et controverses qu'il y a dans le milieu de la physiologie végétale depuis 15 ou 20 ans, et qui essaie de repositionner en fait le débat vers quelque chose de plus conceptuel, là où les biologistes ont tendance à se battre à coups de données moléculaires en surenchérissant sur le fond du problème, à essayer d'élargir le questionnement en se disant en fait, pour parler ou pas d'intelligence végétale, il faut d'abord se demander conceptuellement ce que serait l'apprentissage, qui est sous-jacent en fait à la plupart des définitions de l'intelligence, puisque c'est l'intelligence au sens d'adaptation par l'apprentissage, et les apprentissages reposent sur la mémoire. Donc déjà là, on a une espèce de concaténation conceptuelle, et donc ils disent, en fait, la première étape avant de se demander, voilà, est-ce que les plantes sont intelligentes, comme on le fait parfois dans les controverses entre physiologistes et épistémologues, c'est de se demander, c'est quoi la mémoire du point de vue biologique. Et en fait, là, on se rend compte que la mémoire du point de vue cellulaire et biologique chez les plantes, elle ne s'exprime pas de la même manière que dans le cerveau des animaux et dans les études neurophysiologiques qui ont été menées la plupart du temps. Et donc, ça amène à se repositionner dans ce débat-là, mais avec un éclairage à la fois conceptuel et pas uniquement physiologique. Donc, à mon sens, c'est vraiment aussi un texte philosophique, en tout cas épistémologique. Puis il y a un texte d'Hélène Clark, qui est là pour le coup une philosophe des sciences, philosophe de la biologie, qui s'intéresse à la question de l'individualité des plantes. Donc la question de l'individu, c'est une question ontologique qui traverse de nouveau toute notre tradition occidentale de pensée, qui va
Aristote, en passant justement par Théophraste, qui est reprise par ces Alpins, le siège de l'âme, où est-ce qu'on peut diviser une plante sans diviser son âme, etc. En fait, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental pour notre tradition philosophique de pensée, mais qui est aussi fondamental pour la tradition biologique contemporaine, puisque dans le paradigme évolutionniste, vous avez besoin de pouvoir évaluer le succès reproducteur et l'adaptation des organismes et donc des individus. Et donc vous avez besoin de savoir ce que c'est un individu conceptuellement et comment vous le définissez. Et là, ça pose problème parce que l'individu qu'on peut conceptualiser en zoologie n'est pas le même que celui qu'on peut conceptualiser en botanique. Et c'est à ça que s'attelle Helen Clark. Alors ça m'amène à la troisième partie de l'ouvrage qui concerne l'ontologie et l'éthique, donc des enjeux plus, on va dire ici, contemporains peut-être et conceptuels, bien qu'il fasse aussi appel à des philosophes de la tradition pour apporter un éclairage sur ces questions, notamment le texte de Michael Marder que Antoine Daratos a traduit, vise à se réinterroger sur la notion d'âme végétative. Donc, qu'est-ce que c'est une âme végétative, mais du point de vue de la philosophie contemporaine. C'est-à-dire que cette question, en fait, Marder montre, a été délaissée dans notre tradition de pensée parce qu'elle avait quelque chose de désuet finalement. Donc elle a été un peu même décrédibilisée parce que tout ce qui était lié à la nature du corps, en fait, a été désinvesti par la philosophie dans la période qui suit la modernité. Et donc déjà, le mouvement que j'évoquais avec la maîtrise, c'est en fait les prémices de ce mouvement matérialiste qui vise à s'intéresser davantage, peut-être en philosophie, à des questions liées à l'esprit humain et plus tellement au corps. Et donc, Marder nous dit, ben voilà, en fait, cette question, et puis il prend appui sur des penseurs comme Hegel, Nietzsche, Heidegger notamment, pour reconstruire un panorama contemporain. Et il nous dit, en fait, la difficulté de cette question de l'âme végétative, c'est qu'elle est devenue une espèce d'oxymore dans la philosophie contemporaine, c'est-à-dire qu'on prend quelque chose qui est le plus matériel, la plante, qui est une espèce de corps jugé sans esprit, hein, dans notre tradition, et puis l'âme, qui, elle, a été abondamment commentée, et l'esprit, par des philosophes comme quelque chose parfois de très éthéré, de métaphysique. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces deux notions, voilà. Et c'est un enjeu éthique, pas seulement ontologique, de s'intéresser à cette question pour Marder, parce que, à l'heure de l'extractivisme, notamment l'extractivisme des ressources végétales de nos sociétés contemporaines, on est obligé en fait de se repositionner sur le statut en fait de ces plantes. Et il se fait que la voie de la philosophie à ce niveau-là et le lien avec l'ontologie est très important. Donc c'est pas une question qui est purement métaphysique, j'ai envie de dire. Donc c'est intéressant dans le sens où ça montre que les végétaux, les plantes tombent en fait en dehors des catégories philosophiques traditionnelles, et donc ça nous oblige à les rebousculer, à les repenser, parce que derrière, il y a aussi des nécessités d'ordre pratique et éthique. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se permettre de faire tomber toute une partie de l'être en dehors du champ de la réflexion philosophique, vu les conséquences que ça a aujourd'hui, et que, en fait, bon, ça c'est moi qui le dis, mais paradoxalement, ça arrange bien toute une partie de la société civile, hein, au sens économique, industriel, que voilà, les philosophes et la société, les éthiciens s'interrogent pas trop à ce qui se passe de ce côté-là de la barrière, enfin de la frontière ontologique, qui ne devrait plus être pensée comme telle, je pense. Alors ça nous amène au texte un extrait de texte d'Emmanuel Lecoqcia, en fait, de La vie des plantes, qui est intéressant parce qu'il montre justement comment l'ontologie contemporaine peut être pensée à partir des savoirs écologiques et environnementaux, quelque part qu'on doit aux plantes. Et donc le fait qu'on soit dans cette espèce de rapport de dépendance au monde végétal pour comprendre le fonctionnement général de notre planète, ça nous oblige à repenser notre ontologie forcément, et aussi du coup notre éthique, puisqu'il y a à la fois ce rapport de compréhension, mais aussi ce rapport de responsabilité et de devoirs qui sont liés. Et ça lui permet de redévelopper toute une cosmologie, de réinjecter un sens de la vie végétale dans d'autres facettes du savoir, à commencer par la philosophie, et reconstruire une sorte de nouvelle philosophie de la nature.
Bon, après, on peut être plus ou moins en phase, plus ou moins critique avec cette philosophie de la nature à laquelle il donne une extension très importante, mais néanmoins, c'est une démarche intéressante. Et ça m'amène au dernier texte du volume, qui est un texte de Sylvie Poutot, qui est une biologiste et éthicienne qui s'est spécialisée dans des questions d'éthique du végétal, qui nous propose de réfléchir justement, toujours dans cette même démarche, l'ontologie du monde végétal pour mieux comprendre comment avoir des concepts opératoires, pour après agir, le considérer en tant que ce qu'il est, et pas justement dans le sens de cette tradition millénaire comme une espèce de second animal, enfin, des espèces de sous-animal en fait, qu'il n'est pas du tout. C'est autre chose, et donc ça demande de penser autrement, ce que Sylvie Poutot nous propose de faire, en reprenant notamment des éléments de philosophie contemporaine chez Deleuze, etc., pour arriver à une lecture tout à fait innovante en fait de ce que serait la vie végétale et radicalement différente de la façon dont la tradition l'a pensée, ce qui a évidemment des impacts sur où elle peut se montrer aussi très critique sur la façon dont, par exemple, Descartes ou Kant ont verrouillé complètement en fait leur possibilité d'une éthique centrée sur des types d'êtres à la limite, par extension, qui peuvent être animaux, mais qui peuvent absolument pas correspondre à la vie végétale. Ça l'amène aussi à s'interroger dans cet article sur la façon dont des courants beaucoup plus actuels de l'éthique, par exemple le biocentrisme, l'écocentrisme, et puis certaines voies légalistes, notamment toutes les controverses qui ont eu lieu dans la Constitution suisse, qui a inscrit en fait la dignité de la créature au fondement en fait, de son texte, a donné lieu à des débats sur qu'est-ce qu'on fait maintenant, depuis que toutes les créatures vivantes sont inscrites dans la Constitution suisse et qu'on doit les respecter. Voilà, ça donne lieu à des débats vraiment intéressants à l'heure actuelle. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect très contemporain sur lequel je finis la présentation. Merci.